celle de Bruno Retailleau, qui jette de l'huile sur le feu en permanence, qui crée des crispations. Et quand on entend Bruno Retailleau nous parler en permanence matin, midi et soir d'OQTF, l'Italie signe des contrats économiques avec l'Algérie et va avoir une coopération très dynamique et très positive pour son économie, sa balance du commerce extérieur, que je rappelle que 40% du gaz italien et du gaz algérien. On se dit, mais pourquoi nous, la France, nous sommes français d'origine algérienne, nous sommes fiers d'être français, fiers d'origine algérienne, pourquoi on n'arrive pas à apaiser cette relation et avoir une relation gagnant-gagnant, basée sur le respect? Nous n'y arrivons pas et nous n'y parvenons pas parce que certains font de l'Algérie un fonds de commerce politique et ils en font un enjeu de politique intérieure. On voit bien que Bruno Retailleau, pour ses intérêts personnels, met l'Algérie à son agenda, mais il met pas un contact et une relation positive de respect. Pacifique, et ça explique une place particulière à côté des routes du commerce. Absolument, pour les routes du commerce. Et donc le maîtrise de la Méditerranée a toujours été une préoccupation centrale de Paris. Et donc un État indépendant, un État qui défend sa souveraineté nationale est quelque chose qui est embêtant pour les intérêts de l'Union européenne et les intérêts de la France. Ça, alors, cette situation en Méditerranée, c'est assez frappant, non? Pourquoi Giorgia Meloni, en Italie, elle arrive à nouer des liens forts avec Alger? Et là où la France, malgré l'histoire, la proximité, tout ça, ça coince systématiquement. Est-ce que c'est juste, disons, le pragmatisme italien face à ce qui est vu comme de l'arrogance française à Alger, ou il y a autre chose de plus profond que Paris n'arrive pas à voir? C'est clairement plus complexe qu'une simple affaire bilatérale, oui. On est vraiment face à des plaques tectoniques géopolitiques qui bougent fortement. Et l'Algérie, elle est au centre de ça. Le fait que Meloni obtienne le gaz algérien et pas la France, comme le soulignait Karim Zerebi, c'est pas anodin du tout, c'est un symptôme en fait. Ça montre bien une différence d'approche. Oui, une approche différente. L'approche de Meloni, c'est d'abord un pragmatisme très affiché. On met l'accent sur le respect, les intérêts mutuels. L'énergie, bien sûr, mais pas que. Le commerce, les investissements. Rome, elle ne voit pas Alger comme une simple pompe à essence, quoi. Non, elle la voit comme une puissance régionale. Un pivot, un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et même l'Asie avec les routes de la soie chinoise. Pour l'Italie, Alger, c'est un partenaire stratégique, pas un subalterne. Ah, c'est intéressant ça. Partenaire stratégique contre pompe à essence. Ça éclaire sans doute comment l'approche française est perçue à Alger, justement, quand on entend certaines voix en France, comme Bruno Retailleau, par exemple, qui sont vues là-bas comme très dures, presque post-coloniaux. Ça crispe, forcément. Ces frictions sans arrêt sur la mémoire, les visas, ce rapport jugé vertical par Alger, est-ce que c'est juste des erreurs de com à répétition de Paris ou c'est plus structurel, une incapacité à traiter Alger d'égal à égal? Ah, c'est la question. La question clé. Au-delà des discours, des symboles, il faut surtout voir le poids géostratégique réel de l'Algérie, aujourd'hui. C'est un acteur majeur en Méditerranée. Point. Il peut influencer les flux migratoires, l'énergie, la sécurité. C'est aussi une porte d'entrée essentielle vers le Sahel, l'Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a son rôle dans l'initiative chinoise Belt and Road, avec ce projet énorme du port en eau profonde de Cherchell. Cherchell, oui. Et ce port, attention, c'est pas juste un port de plus. C'est pensé comme le terminus nord de la route transsaharienne. Cet axe routier qui doit relier Alger à Lagos, au Nigeria. L'idée, c'est de créer un corridor économique direct. Méditerranée, cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ça pourrait potentiellement tout changer, redessiner les cartes commerciales, contourner les routes maritimes classiques. Et c'est aussi dans cette logique d'autonomie stratégique qu'il faut comprendre le nom très ferme d'Alger à l'Union pour la Méditerranée. C'était vu comme une tentative d'intégration, mais sous conditions jugées inacceptables, notamment sur la question israélo-palestinienne. Oui, je vois. Ce corridor Alger-Lagos, ça change complètement la perspective. Et tout ça, ça nous ramène toujours à cette idée centrale.
la souveraineté. L'Algérie, ce serait un des derniers bastions qui refuse l'alignement, la subordination. Ce refus viscéral d'être, comment dire, une sorte de département d'outre-mer africain, pour utiliser une image forte. Ce serait pas ça sa force principale aujourd'hui. Et on voit que d'autres en Europe, l'Italie, l'Allemagne aussi, ils semblent l'avoir compris, eux. Ils cherchent des partenariats plus équilibrés. Exactement. C'est ça. Cette diversification des partenaires, c'est la clé de leur stratégie. Rome, Berlin, mais aussi Pékin, Moscou. C'est un signal très clair, une volonté de ne pas dépendre d'un seul acteur, de jouer sa propre carte dans ce monde qui devient multipolaire. Alger cherche à maximiser ses options, son levier de négociation. Et c'est un peu paradoxal, mais chaque tentative d'ingérence ou chaque maladresse perçue de Paris, eh bien ça ne fait que renforcer cette position, cette détermination à rester indépendant stratégiquement. Donc, si on résume... Pour résumer, l'Italie gagne en influence là où la France en perd. C'est pas une question de puissance brute, la France en a. C'est plutôt une question d'approche, de lucidité stratégique face aux nouvelles réalités, aux aspirations algériennes. Et la perte pour Paris, elle n'est pas juste gazière. Elle risque d'être bien plus stratégique, en Méditerranée et dans son rapport à l'Afrique. D'accord. Donc, et cette différence d'approche, elle change la façon dont on voit le rôle de l'Algérie. Ce n'est pas juste un fournisseur d'énergie. Ah non, loin de là. Les sources insistent, l'Algérie est un nœud géostratégique majeur, un vrai carrefour entre Europe, Afrique et même Asie, notamment via son intégration dans l'initiative chinoise Belt and Road. Ah oui, la route de la soie. Voilà. Le grand projet, c'est le port en eau profonde de Cherchell. C'est pensé comme une énorme porte d'entrée pour les flux Asie-Afrique. Et ce port sera relié à la transsaharienne Alger-Lagos. C'est un axe qui pourrait vraiment redessiner les échanges. Ça éclaire peut-être certaines tentatives européennes passées. Je pense à l'Union pour la Méditerranée, un projet qui a échoué en partie à cause du refus d'Alger. Oui, les analyses rappellent ça. Il y avait la perception d'une intégration masquée d'Israël, c'est vrai. Mais pas seulement. Infantilisante, vue d'Alger. Ça montre bien que l'Europe sait l'importance de l'Algérie pour la Méditerranée, pour son influence. Et ça nous ramène à un point essentiel des analyses. La souveraineté algérienne. Sa force. Absolument. C'est cette histoire de résistance, cette volonté farouche d'indépendance qui explique selon les auteurs la position d'Alger. Pour reprendre une image assez forte lue dans nos sources, l'Algérie a tout fait pour ne pas être une sorte de Guadeloupe ou Martinique d'Afrique. C'est une image forte, en effet. Un territoire dont le destin serait dicté de l'extérieur, voilà. Oui, je vois. L'image qui se dessine, c'est celle d'un État qui s'affirme vraiment. Un pôle de souveraineté dans ce monde qui devient multipolaire. Et qui diversifie ses partenaires. L'Italie, l'Allemagne, la Chine, la Russie. Est-ce que cette approche italienne, plus pragmatique, plus respectueuse peut-être, va permettre à Rome de devenir le partenaire européen clé en Méditerranée? C'est la question, oui. Est-ce que ça pourrait changer les équilibres régionaux, peut-être au détriment de l'influence française plus traditionnelle? Cette lucidité stratégique italienne, en tout cas, elle semble porter ses fruits si on regarde les tendances. Pour résumer très vite, d'un côté, l'Italie écoute, s'adapte et gagne du terrain. Diplomatiquement, économiquement, oui. Et de l'autre, la France avec une relation historique plus complexe qui semble parfois être un frein dans ce nouveau jeu. Oui, la dynamique qu'on voit dans les sources, c'est assez clair. Dans le contexte actuel, une approche basée sur, disons, la reconnaissance mutuelle, le respect de la souveraineté, ça semble plus important, plus efficace. L'Algérie n'est plus juste un enjeu, c'est un acteur qui choisit. Et on termine avec une réflexion pour nos auditeurs. Si cette tendance se confirme, quelle est la vraie perte pour la France au-delà des contrats? Est-ce son poids stratégique en Méditerranée, sa porte d'entrée vers l'Afrique? Et surtout, qu'est-ce que cette trajectoire algérienne nous dit sur les rapports de force de demain, dans ce monde en pleine reconfiguration? Il y a cette phrase inspirée de Fanon, je crois, dans nos lectures. Il n'est pas de plus grande richesse qu'un peuple libre sur une terre convoitée. Les points clés à retenir. 1. Le pragmatisme et le respect mutuel, ça ouvre des portes. 2. L'Algérie s'affirme comme un acteur géostratégique majeur, bien au-delà du gaz. 3. Cette défense acharnée de la souveraineté, c'est devenu un levier très puissant. Et pour finir, peut-être une pensée inspirée de Fanon. Il n'est pas de plus grande richesse qu'un peuple libre sur une terre convoitée. Peut-être que la vraie force dans ce jeu compliqué, c'est justement ça, rester maître chez soi. Voilà de quoi réfléchir.